bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Donc, moi, je suis Nicolas du coaching du coureur et c'est moi ce soir qui vais du coup avoir la chance d'animer ce webinaire. Donc, j'ai surtout la chance d'accueillir nos deux invités. Donc, bonsoir messieurs. Salut. Donc, j'espère que tout va bien pour vous et puis j'espère que moi-même ce soir je vais pouvoir aussi apprendre et compléter mes connaissances à vos côtés. Donc, si on est réunis ce soir, c'est évidemment pour parler de nutrition sportive ou plutôt devrais-je peut-être dire juste de nutrition tout court, puisque si vous avez lu un petit peu le titre du webinaire, on va se demander un petit peu si la nutrition sportive n'est pas un effet de mode. Et on est en pleine saison de course actuellement, donc évidemment la nutrition sportive est un petit peu au cœur de tous les débats. Et donc dans un premier temps, dans la première partie du webinaire, on va revenir sur ce titre qu'on voulait volontairement provocateur afin d'étudier la place accordée à la nutrition sportive, puisqu'on parle de nutrition sportive, on en parle beaucoup, on en parle très souvent, mais au final, on s'est demandé en quoi la nutrition du sportif devait être différente, en quoi cette nutrition était différente de monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est un petit peu voilà, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Dans un second temps, ensuite, on va revenir un petit peu sur les piliers de l'alimentation, de la nutrition au quotidien, et avant de vous donner ensuite quelques conseils plus pratiques sur la préparation de vos épreuves sportives. Donc, avant de commencer, je vais me retourner vers tous les deux et puis je vais vous demander chacun votre tour peut-être de vous présenter. Donc, Anthony, si tu veux bien commencer. Ouais, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde et merci pour l'invitation avec effectivement un titre un petit peu provocateur, mais on va en parler juste après. Donc, Anthony Berthou, je suis nutritionniste et speaker pour la clinique du coureur depuis 2016, je crois, de mémoire. Donc, ça fait 6 ans désormais. Donc, je suis toujours ravi de faire ce qu'on a le 1.8, donc qui est une journée dédiée donc à la nutrition du sport et donc on a d'autres formats qu'on aura l'occasion peut-être aussi de vous présenter en fin d'intervention. Et puis depuis peu, même pas en binôme puisqu'il y a une équipe entière qui s'est constituée de speakers dont William, avec Samuel aussi qui est pas là. Je le salue s'il nous écoutera à un moment ou à un autre. Et puis Isabelle également au Québec. Donc voilà, je suis ravi d'intervenir. Moi, je ferai plutôt la première partie qui restera un petit peu magistrale, on va dire, ou pas magistrale, mais plus, je peux pas dire philosophique, mais vous allez voir, on va dire que ça reste quand même assez théorique. Et l'idée étant que William puisse prendre le relais sur une partie peut-être un peu plus concrète. Et puis, bien évidemment, on sera tous les deux à votre disposition pour répondre aux questions justement très pratico-pratiques si vous en avez, quoi. Voilà. William. Bonjour à tous et merci aussi pour l'invitation. Donc, du coup, moi, je suis kinésithérapeute et donc j'ai rejoint l'équipe de conférenciers, assistants conférenciers du cours 1.8 très récemment avec Samuel justement et Isabelle. Et donc, je suis kinésithérapeute et je me suis intéressé très rapidement à la fois pour ma pratique personnelle et puis pour une alimentation de santé et puis un équilibre familial aussi à mon alimentation. Et puis, du coup, c'est ce qui m'a mis à approfondir le sujet à la fois à travers des formations diplômantes et non diplômantes. Et c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui avec vous. Je suis aussi entraîneur au sein du coaching du coureur. Et c'est là où ça pourrait être intéressant de pouvoir à la fois parler de nutrition, mais aussi d'entraînement et de l'articulation entre les deux. Super, merci tous les deux. Avant de commencer, donc je précise qu'on va essayer d'accorder un petit temps en fin de webinaire pour justement répondre à vos questions. Vous avez un petit onglet en bas qui s'appelle Q&R. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les noter là-dedans. Alors évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. C'est moi qui vais sélectionner un petit peu au fur et à mesure du webinaire quelques questions. Et puis voilà, on va essayer de répondre à vos grandes questions, les questions qui sont peut-être d'ordre un petit peu plus général pour que ça puisse concerner un maximum de monde. Donc, Anthony, écoute, je te pose la question, est-ce que la nutrition sportive est un effet de mode? C'est oui et non, mais j'aurais plutôt tendance à dire oui parce que plus j'avance dans cette discipline que j'ai connu il y a plus de 20 ans maintenant à titre professionnel et
et plus de 30 à titre de sportif. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de France junior de triathlon et c'est comme ça que je m'étais intéressé à la nutrition très tôt. Et donc, dans les années 80, on parlait beaucoup des pâtes, hein, donc ces fameux sucres lents qui étaient indispensables aux sportifs. Et puis, il y a eu des phénomènes de mode les uns après les autres qui sont arrivés, parfois en revalorisant justement les glucides, parfois en faisant la part belle aux graisses, avec notamment le régime cétogène. On en touchera quelques mots si on a du temps là-dessus. Mais ce qui m'interpelle depuis le début, en tout cas de plus en plus, c'est qu'effectivement, on a tendance à se focaliser sur la partie sportive de la nutrition. Et c'est très bien. Après, je vais peut-être pas aller trop loin parce que je vais vous partager l'écran, j'aurai quelques slides pour illustrer ça. Mais c'est une partie qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. De la même façon, vous pouvez très bien gérer votre équipement pour une course, votre paire de chaussures, votre camelback, votre vélo si vous êtes triathlète ou autre, et c'est bien évidemment un facteur de performance en tant que tel, mais si vous vous intéressez pas à la qualité de votre entraînement, si vous vous intéressez pas à la qualité de votre foulée, à votre récupération au quotidien, finalement, les efforts que vous allez faire pendant la course auront des effets, mais bien minimes par rapport à ce que pourrait vous apporter la qualité de votre entraînement au quotidien. L'alimentation, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on a des solutions plus ou moins conventionnelles avec des courants, voire des débats parfois scientifiques entre les meilleures stratégies. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce qui va vous adapter à l'effort, c'est la façon dont vous allez gérer votre quotidien, qu'on parle d'entraînement, qu'on parle d'alimentation, de gestion du sommeil, de gestion des émotions, de facteurs environnementaux comme les polluants, etc. Donc, l'idée ici est de vous donner effectivement une approche assez systémique avec une petite parenthèse évolutionniste parce que c'est mon dada à ce niveau-là pour montrer finalement en quoi alors on va pas parler de pathologie aujourd'hui puisqu'on est avant tout dans le monde du sport et de l'endurance, mais en quoi finalement un certain nombre d'adaptations qui sont mises en place au cours du temps, et quand je dis au cours du temps, c'est pas dans les décennies qui se sont passées, mais à l'échelle de millions d'années, ou en tout cas de centaines de milliers d'années, finalement, ces adaptations peuvent se retourner quelque part contre nous par rapport au curseur de sollicitation et la vitesse à laquelle on crée ces évolutions. En anglais, on parle beaucoup de mismatch hypothesis, c'est cette notion un petit peu de la théorie de la désadaptation. Et je trouve très intéressant d'en parler rapidement parce que qu'on parle de régime cétogène, d'alimentation hyperglucidique ou autre, l'objectif de fond, c'est bien évidemment de vous apporter l'énergie dont vous avez besoin au cours de l'effort pour que ça se passe le mieux possible. Et là, on a quelques explications aussi évolutionnistes à donner. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager l'écran plutôt que partir comme ça. Sinon, je vais vous parler très longtemps du sujet, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu de support. Tac. Alors, si vous voyez l'écran, là, c'est OK pour vous? Alors, donc là, en introduction, effectivement, là, c'était de parler de cette notion de nutrition de l'effort et qu'on soit triathlète, coureur à pied, coureur d'ultra ou autre, effectivement, la notion d'énergie est un facteur important pendant l'épreuve à proprement dit, puisque si vous n'en avez pas suffisamment, vous ne pourrez pas le réaliser dans des bonnes conditions. C'est très simpliste quand je dis ça, mais derrière, ça sous-entend toute une série de questions qui, elles, sont beaucoup plus complexes, parfois subtiles, systémiques, ça c'est certain. Et puis encore une fois, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place au quotidien pour faire en sorte de répondre au mieux le jour de l'épreuve, répondre au mieux au sens énergétique et métabolique. Alors, j'ai mis cette phrase un petit peu provocatrice aussi parce que je l'avais vue passer sur Internet un jour et je la trouvais pas mal, à savoir que quand on parle de nutrition, et là je parle pas de sport, mais de manière générale d'alimentation, c'est vrai que on aime avoir des solutions miracles, on aime nous donner des promesses. On en est effectivement à acheter des canettes de Coca simplement parce qu'on a notre prénom dessus. Donc, c'est une caricature, bien évidemment, mais ça montre qu'on est soumis à un certain nombre d'influences et surtout à la promesse.
Et en matière de nutrition du sport, c'est vrai que quand on parle d'endurance, on va parler de boissons énergétiques, de gel énergétique, de savoir finalement s'il faut prendre telle composition de gel, s'il faut en prendre un tel au 5e kilomètre, un autre au 10e, au 20e. Est-ce que votre boisson doit être plus ou moins concentrée en glucides, en protéines, etc., en sodium. Donc, c'est des réponses assez conventionnelles qu'on n'aura pas forcément le temps, en tout cas, c'était pas le sujet d'aujourd'hui que de rentrer dans ces détails justement un peu plus classiques. Mais c'est vrai que parmi ça, il y a beaucoup de promesses de marques qui font que plus on va aller vers quelque chose qui nous paraît synonyme de performance et plus on va être attiré parce que c'est ce qu'on recherche, cette performance le jour de notre épreuve. Et finalement, on en oublie parfois quelques fondamentaux. Et je dis depuis très souvent que la gestion de votre nutrition le jour d'une compétition, alors quand je dis le jour, en fait, c'est une erreur, c'est-à-dire en périphérie, dans la semaine qui précède, dans le jour de l'épreuve, la façon dont vous allez récupérer. Encore une fois, bien évidemment, c'est important, mais c'est la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau sur la cerise, c'est-à-dire que on focalise notre attention sur cette péri-compétition sans finalement se demander quel est le socle qu'on a construit au quotidien. Et ça, c'est une donnée qu'on peut extrapoler tout à fait au monde de l'entraînement ou à d'autres facteurs que l'alimentation, bien entendu. Mais l'alimentation, on mange en moyenne 3 fois par jour au cours d'une journée. Donc, ça fait à peu près 100 000 fois au cours d'une vie. Donc, forcément, on a l'occasion de choisir et potentiellement de jouer sur nos performances à ce niveau-là. Donc, la nutrition sportive, c'est ce qui va se manifester justement sur la partie de la performance le jour de la course, mais ce qui va faire que vous allez être performant, c'est la façon dont vous êtes adapté à l'effort au cours du temps. Et c'est là, encore une fois, que la nutrition au quotidien joue un rôle clé. Donc, ce qu'on voulait vous inviter ce soir, c'est à prendre un petit peu de hauteur sur tout ça. Et c'est souvent une citation de Charles Darwin qui précise que ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Et j'aime énormément cette citation parce qu'elle s'applique au monde de la biologie, du vivant de manière extraordinaire. Encore une fois, hein, bien au-delà de notre génération, entre guillemets, mais depuis des millions d'années, à l'échelle du vivant, quelles que soient les espèces. Et c'est vrai, quand on parle de sapiens, de l'espèce humaine en tant que telle, on peut la dater un peu différemment, hein, si on parle des primates, des hominidés ou autres, mais voilà, on parle souvent de quelques centaines de milliers d'années, 300 000, 500 000 en fonction des données pour Homo sapiens, et on a forcément dû s'adapter depuis cette période-là, et on a bougé depuis pas mal de centaines de milliers d'années pour explorer le monde, et ça c'est très bien parce que ça fait partie de notre évolution en tant que telle, mais qui dit changement, qui dit migration, dit aussi modification de la disponibilité alimentaire. C'est-à-dire que si on était dans le croissant fertile en Afrique où il faisait chaud, on avait beaucoup de glucides, c'est-à-dire des fruits, on avait des légumes, des tubercules ou autres, on avait une chaleur qui était importante, finalement, les nutriments qu'on consommait avaient avant tout une vocation énergétique qui était justement nous permettre la contraction musculaire, nous permettre la survie de manière générale. Et quand on a migré vers les extrêmes et vers les pôles, on n'avait plus du tout les mêmes modèles alimentaires. Et donc, on a eu des modèles beaucoup plus gras, qui étaient aussi plus riches en protéines et beaucoup moins importants en glucides. Et pour autant, on a su s'adapter. Et ces personnes qui vivaient dans le froid, elles avaient une contrainte, c'est bien sûr de se nourrir pour avoir suffisamment d'énergie, mais aussi se nourrir pour lutter contre le froid. Et ça nous amène finalement à des études des métabolismes, notamment au niveau de la mitochondrie dont je vais vous reparler, qui sont très importants pour comprendre aussi finalement les stratégies qu'on met en place aujourd'hui en ultra-endurance ou en endurance, parce que finalement, c'est des choses qui existent, encore une fois, de manière adaptative depuis très longtemps. Et on a eu pas mal de théories sur le sujet, notamment celle de Mark Madsen qui parle de la notion
d'adaptation qui s'est faite par la marche, par l'effort musculaire, et qui associe la notion de disette alimentaire, c'est-à-dire que finalement, quand on s'est retrouvé dans des périodes où on n'avait pas à disposition suffisamment d'alimentation, qu'on devait bouger pour en trouver, on a créé des adaptations majeures. C'est une des théories de l'évolution cérébrale, puisqu'on a, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, c'est juste là une petite introduction, mais on sait qu'effectivement cette association de manque d'alimentation et de mouvement a créé des adaptations sur ce qu'on appelle des facteurs de transcription cellulaire et notamment au niveau neuronal. Et c'est intéressant à comprendre parce que ça nous met aussi en perspective pas mal de données qu'on a aujourd'hui sur le jeûne intermittent, sur le fait d'avoir parfois des jeûnes longs et sur les stress qu'induisent ces états et qui finalement peuvent être aussi des stress positifs. On l'a vu comme un angle négatif si on se place sous l'aspect purement énergétique, mais d'un point de vue évolutionniste, en fait, ça a contribué à notre évolution et notamment en lien avec l'activité musculaire, en tout cas au moins la marche, voire la course. Et pour ça, c'est intéressant de revenir encore plus en amont. Et je vous parlais de la mitochondrie tout à l'heure. Si on remonte à peu près à 2 milliards d'années, on est passé d'un statut de prokaryote à eucaryote, c'est-à-dire qu'on a eu un phénomène qu'on appelle techniquement l'endosymbiose, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre bactérien de type Rickettsia, donc qui aujourd'hui, dont une des souches peut nous donner le typhus. Donc l'idée, c'est bien sûr de ne pas être pathogène à ce niveau-là, mais cette bactérie, finalement, a été internalisée par notre ancêtre cellulaire, plutôt qu'être rejeté ou considéré comme un pathogène en tant que tel. Et c'est ce qui a permis, en fait, tout simplement de créer nos usines respiratoires, nos centrales nucléaires, que sont les mitochondries. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une double paroi. Là aussi, je ne vais pas vous embêter avec ces détails, mais ça a été vraiment un tournant dans l'évolution qui est majeur, puisque ça nous a permis d'utiliser l'oxygène de manière comment dire, pérenne par rapport justement à la métabolisation des substrats énergétiques et en l'occurrence des glucides, des lipides. Et quand on parle d'endurance, en fait, une des clés, c'est effectivement de savoir comment on va être capable de tenir une intensité donnée le plus longtemps possible, ou alors sur un temps donné d'avoir l'intensité la plus élevée. Mais si on parle de course à pied, de triathlon, de trail, etc., si on est sur des modèles aérobiques d'endurance, notre objectif, ça va être d'avoir des switches métaboliques suffisamment on peut pas dire puissants, mais en tout cas suffisamment efficients pour nous permettre de bien exploiter les glucides, mais aussi bien exploiter les lipides, parce que vous connaissez probablement le glycogène, hein, on a dans le muscle et dans le foie. C'est une réserve qui est très limitée, même si un sportif d'endurance va le doubler ou le tripler en s'adaptant justement à l'effort, par rapport à des graisses qui, elles, sont présentes en plus grande quantité et ont surtout une densité énergétique qui est plus importante que les glucides. Donc c'est vrai qu'on a depuis quelques années, voire décennies, beaucoup parlé de l'intérêt de favoriser les graisses au quotidien pour nous permettre en fait de moins être tributaires de la déplétion, du déficit en glycogène au cours des efforts de longue durée. On a eu toutes les théories historiques de frapper le mur au 35e, etc. On sait qu'aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas qu'une question de disponibilité énergétique. Hein. Il y a toutes les théories du gouverneur central de Tim Noakes et autres. Encore une fois, c'est un autre sujet. Et là, on ne va pas parler de biochimie, mais quand on parle de lipolyse, de bêta-oxydation, de glycolyse, etc., bien sûr, on fait appel à des filières spécifiques et c'est vraiment nos mitochondries, encore une fois, pour des athlètes d'endurance, qui vont être le pilier, en fait, hein, qui va nous permettre d'être efficients sur l'utilisation aussi bien des graisses que des glucides. Et face à ça, pourquoi je vous en parlais vis-à-vis des adaptations, et notamment de cette histoire de régime cétogène, c'est que, donc pour rappel, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas connu de tout le monde, hein, le régime cétogène, c'est un modèle où on va augmenter fortement l'apport de graisse au quotidien, au détriment des glucides qui vont représenter en moyenne 30 à 50 grammes par jour. Donc, en gros, vous mangez des légumes, mais vous mangez plus ou peu de fruits en fonction des adaptations individuelles, pas de féculents, etc. Ce qui va à l'encontre finalement des conseils historiques qu'on a pu donner aux sportifs d'endurance. Et en faisant ça, on va solliciter ce qui était historiquement une situation d'urgence
qu'on appelle la cétogénèse. Donc, on va produire des corps cétoniques que notre cerveau va savoir utiliser à la place des glucides. Et au bout de plusieurs mois, voire davantage, finalement, d'un point de vue métabolique, c'est une situation qui peut être propice à des efforts de longue durée, puisqu'on s'affranchit encore une fois de la contrainte des glucides à l'effort. Bon, là, je le fais très vite parce que ça Anthony, demande. Oui. si je peux me permettre de te couper justement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend pas mal parler dans les milieux de sport d'endurance, notamment d'ultra-endurance, mais tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux justement rappeler que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps pour générer d'adaptation, qu'on fait pas un régime cétogène comme ça sur quelques semaines, que c'est vraiment un travail de fond si on souhaite avoir les adaptations nécessaires? Oui, alors c'est une très bonne remarque et non seulement ça demande du temps, mais c'est pas adapté à tout le monde. Et c'est ce qui me merci pour la transition, Ok. la diapositive d'après. Euh, donc il faut distinguer ce qui est la mise en place de la cétogénèse, qui elle va prendre à peu près 2 à 3 jours. Après, elle débute même quand vous jeûnez la nuit. Donc, normalement, vous ne mangez pas au cours de 10-12 heures à peu près. Et là, on produit un tout petit peu de corps cétonique, mais de manière insuffisante pour que ce soit notre substrat principal. Et en général, au bout de 2-3 jours de jeûne ou alors de jeûne glucidique, c'est-à-dire quand vous ne mangez pas de glucides, là, vous en produisez suffisamment. Mais d'un point de vue de la performance sportive, effectivement, pour qu'on mette en place des adaptations notamment sur des efforts de longue durée, on considère qu'il faut au moins 6 mois, voire un an, ou encore davantage pour certains individus, et certains n'ont pas justement finalement une adaptabilité majeure à ce niveau-là. Et là, tu viens toucher un point que j'aimerais bien développer, mais voilà, c'est qu'une introduction, donc je n'irai pas plus loin, mais on a beaucoup de données aujourd'hui qui montrent qu'on a certaines protéines au niveau mitochondrial, ce qu'on appelle les UCP, donc des protéines dites découplantes, qui sont un peu le nerf de la guerre sur ce qui nous a adapté pour des personnes qui vivaient dans le froid ou des personnes qui vivaient justement dans le chaud au sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire avec davantage de glucides et autres. Et quand on met en place des modèles type cétogène ou ce qu'on appelle des modèles low carb chez le sportif ou de la périodisation nutritionnelle, on touchera quelques mots sur le sujet en fonction du temps, finalement, on vient jouer sur ces protéines-là, sur ce qu'on appelle le découplage mitochondrial. Et en fonction effectivement de notre génétique, et là il y aurait plein de choses très intéressantes à évoquer, on se rend compte qu'effectivement certains individus sont plus ou moins adaptés en fait à avoir un modèle à dominante lipidique ou à dominante glucidique, et notamment en fonction des ethnies. Donc ça montre qu'il n'y a pas un modèle universel, il n'y a pas une solution qui est valable pour tout le monde. Il y a vraiment une notion de personnalisation qui doit tenir compte aussi finalement de notre génétique à ce niveau-là. Et donc, vous avez des personnes qui s'adaptent très bien à un cétogène, d'autres pas du tout. Et chez ces personnes-là, il faudra trouver des solutions alternatives. Il ne s'agit pas de rester finalement dans un modèle qui non seulement ne va pas être synonyme de performance, mais d'un point de vue social qui peut être compliqué à gérer, d'un point de vue de la santé qui peut être délétère s'il est mal géré également. Là, encore une fois, c'est que des introductions dans tout ça, mais c'est pas qu'une question de temps. C'est aussi une question d'adaptabilité, en particulier dans nos mitochondries. Et ces mitochondries, effectivement, c'est un petit peu le pilote de l'avion pour notre partie sportive et pour plein d'aspects de santé que je développe pas ici. Et on a beaucoup de données de littérature récente qui nous montrent que finalement, la mitochondrie étant un ancêtre bactérien, finalement, elle garde un mode de communication qui va dans ce sens. Et notamment, vous connaissez sans doute le microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries qu'on a présentes dans l'intestin. Et on a aujourd'hui beaucoup de données qui montrent les corrélations entre l'état de notre microbiote et notre santé, ou au contraire l'émergence de certaines pathologies métaboliques, neurodégénératives, etc. Et en fait, on voit qu'il y a une communication qui se réalise aussi avec les mitochondries. Et finalement, ça serait peut-être même les mitochondries qui seraient les commanditaires en fait de l'adaptation du microbiote, parce que c'est elles qui vont être un peu le gouverneur global en fait de ce qu'on va manger en fonction des graisses, des glucides, etc., et qui vont aussi potentiellement adapter le microbiote pour qu'il soit finalement de nature optimale face à ce qu'on va consommer. Donc je ne vais pas plus loin parce que ça demanderait là aussi plus de temps, mais dans la philosophie, je trouve ça très intéressant, notamment par rapport à beaucoup de données qu'on évoque actuellement. Et donc, si on revient sur notre sportif, effectivement,
On parle de performance, c'est-à-dire de réponse optimale. C'est quoi la performance d'ailleurs, hein? C'est l'optimisation de toutes les fonctions physiologiques qui auront répondu favorablement aux adaptations attendues de l'entraînement. Et ça, je vais y revenir, mais c'est un point qui est vraiment important. Et quand on parle de désadaptation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la cellule n'est plus capable de revenir à son état d'homéostasie. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques du monde de la biologie, du monde de la cellule, c'est que nos cellules, nos dizaines de milliers de milliards de cellules sont programmées pour revenir en permanence à leur état d'équilibre, quitte à provoquer l'apoptose, et notamment c'est la mitochondrie qui va ordonner à la cellule de se détruire pour permettre à une cellule plus fonctionnelle de prendre le relais et de mieux s'adapter. Donc ça, c'est un point très important par rapport à la notion de l'entraînement, et on va le voir aussi de l'alimentation. Donc ça nous a guidés. Alors je vais juste vérifier. Ouais, je vais plutôt vous montrer cette slide. Je reviendrai sur les autres d'après. Quand vous faites votre activité physique, finalement, vous allez créer un état de stress. Vous allez créer un état de désadaptation. Cet état de stress, c'est lui qui nous a permis d'évoluer au cours de millions d'années. Aujourd'hui, on le voit sous l'angle de la performance parce que c'est notre loisir, c'est ce qui nous fait plaisir. On n'est pas dans un besoin vital. On peut l'être par rapport à certaines pathologies, mais si on parle du sport, on reste dans une logique de confort, encore une fois, quelque chose d'optionnel. Et toute la question va être de savoir quelle quantification de stress on peut mettre en place au niveau cellulaire pour faire en sorte qu'elle soit en mesure de revenir à son état d'homéostasie. Et là, ça devient très intéressant parce que l'alimentation joue un rôle très important. Bien sûr, la planification de l'entraînement, la gestion du sommeil, la gestion des émotions. Je parlais des facteurs environnementaux sur ce qu'on appelle les xénobiotiques, donc les molécules étrangères à l'organisme que le foie va devoir métaboliser et qui jouent un rôle sur ses capacités d'adaptation. Et si je reviens un petit peu en arrière, on dit souvent que le sportif est un masochiste dans l'âme, qu'il aime se faire mal. Et effectivement, biologiquement parlant, on a besoin de sortir de notre zone de confort pour être performant. On a besoin de se faire mal. Après, la question, c'est jusqu'où, parce que tout dépendra de notre capacité de retour à cet état d'homéostasie. Et on a cette fameuse phrase de Paracelsus, la dose fait le poison. Alors, elle n'est pas aussi simple que ça, pour être nuancée sur pas mal d'approches, mais ça nous amène à une loi, un principe dit d'Hormèse, qui est initialement un principe de toxicologie, qui montre que le même stimulus, et si on parle de toxicologie, au départ, on parlait de toxiques ou de molécules en tant que telles, mais on peut l'appliquer à la pratique sportive. En fait, le même stimulus, en fonction de l'intensité et du contexte dans lequel il est donné, peut avoir un effet positif, c'est-à-dire adaptatif, ou un effet délétère, désadaptatif. Et votre entraînement, c'est la même chose. Vous pouvez avoir une planification d'entraînement qui est parfaite pour vous dans un contexte donné. On ne parle même pas d'un planning par rapport à un voisin ou autre, mais simplement pour vous. Si vous êtes dans une situation où tout va bien dans votre vie, vous dormez bien, vous mangez bio, vous êtes zen, vous n'avez pas de stress particulier, vous êtes peu exposé aux polluants, la même charge d'entraînement n'aura pas le même impact que la même personne, que vous-même, mais dans un état de création d'entreprise. Vous venez de perdre votre travail, vous créez vous êtes parent, donc vous dormez, vous réveillez 5 fois dans la nuit, vous mangez pour le coup pas de manière adaptée, et c'est ce qu'on verra, c'est la thématique de ce soir. Vous êtes stressé en permanence, donc vous ne pouvez pas demander la même adaptation à votre organisme parce qu'en fait, il est déjà en saturation d'adaptabilité sur les autres facteurs périphériques que simplement la pratique sportive. Et je dis souvent que le sportif n'existe pas. En fait, c'est juste un individu à qui on rajoute un facteur de stress supplémentaire, un facteur hormétique. Et en fonction de la façon dont on a rempli le vase, soit ça va nous permettre de bien le remplir, soit ça va faire la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va créer de la désadaptation. Et c'est là que la nutrition joue un véritable rôle. Et en fait, la façon dont on va manger au quotidien est un des piliers de notre adaptabilité à ce niveau-là, et encore une fois, de manière bien plus ancestrale que ce qu'on a depuis quelques années. Donc, cette notion d'hormèse, elle est extrêmement liée à la mitochondrie. C'est pour ça que je vous faisais un peu de théorie sur le sujet, parce que c'est elle qui va finalement être en mesure de supporter en fait ce stress cellulaire ou non, et l'adaptation ou la désadaptation.
Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, encore une fois, il y a pas mal de choses qui nous attendent ce soir, mais de manière très générale, vous avez peut-être entendu parler des bains froids, des douches froides, etc. En fait, ça crée une hypoxie par le froid. Cette hypoxie est un facteur hormétique, c'est-à-dire qu'on crée un état de stress au niveau de la mitochondrie pour faire en sorte qu'elle soit mieux adaptée. Quand vous faites un jeûne intermittent, une restriction alimentaire, c'est la même chose. Quand vous faites une restriction glucidique, là aussi, votre corps étant plutôt habitué à fonctionner avec ces nutriments, c'est un stress pour lui. On a des voies adaptatives, on l'a vu avec notamment cette notion de régime cétogène. L'activité physique en est un certain nombre de composants environnementaux le sont aussi. Et donc tout ça, ça se quantifie et ça vient créer des messages, si je simplifie, au niveau de la mitochondrie et après de la cellule. Et c'est là où on parle de termes un peu techniques de facteurs de signalisation cellulaire. Et ce sont vraiment ce sur quoi on s'intéresse beaucoup là au niveau de la littérature. Et quand on parle de périodisation nutritionnelle, vous avez peut-être entendu parler de Trainlow, de Sliplow, qui sont des modèles où effectivement, on va se mettre en état de stress métabolique, stress énergétique en l'occurrence, où quand vous faites du Trainlow, vous allez vous entraîner 2 fois dans la journée, mais finalement, vous n'allez pas recharger en glucides après le premier entraînement qui sera plutôt à haute intensité, donc qui aura tapé dans votre glycogène. Donc là, vous allez être en difficulté, au sens glucidique du terme, dans le deuxième effort. Et ça vient créer un effet de stress hormétique qui génèrent des adaptations qui vous sont potentiellement positives. Encore une fois, tout dépend de votre environnement à vous, parce que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Et le sleep flow, c'est la même chose, sauf qu'on fait l'entraînement le soir. Et donc, vous dormez et vous avez un entraînement à jeun le lendemain matin, mais le principe reste le même. Et c'est vrai qu'on voit émerger maintenant des nouvelles formes de périodisation où finalement, en fonction de l'objectif de l'entraînement, on va se mettre en déplétion de glycogène, ou en tout cas, on va limiter les apports glucidiques, ou alors au contraire, on va avoir une surcharge en glycogène importante. Si vous faites un effort à haute intensité, ça sera intéressant d'avoir plus de glycogène avant. Si vous faites un effort en aérobie sur une longue durée, où là, vous allez chercher à augmenter votre combustion des graisses au cours de l'effort, la fameuse lipolyse, ça peut être intéressant aussi d'avoir des moments avec des glycogènes bas. Donc là, on tombe vraiment dans de la technicité nutritionnelle qui est intellectuellement intéressante, mais pour moi, qui est encore un peu la cerise sur le gâteau par rapport aussi à toutes les adaptations qu'on peut avoir à travers d'autres conseils alimentaires. Et quand on parle des polyphénols, donc les polyphénols, ce sont des composés qui sont présents dans les végétaux, qu'on appelle un petit peu à tort des antioxydants. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des antioxydants, ce sont des agresseurs qui viennent en fait stimuler nos propres capacités d'adaptation au niveau justement du stress oxydatif. Et ça, c'est un point clé pour le sportif parce que par définition, on consomme plus d'oxygène quand on fait un effort. Donc, ça veut dire qu'on doit s'adapter aussi à un stress oxydatif qui est plus important. Et c'est ce qui explique, par exemple, que quand vous croquez dans une pomme bio, dans une tomate bio, par rapport à une tomate conventionnelle, dans la littérature, c'est quasi le seul élément objectivé, à savoir que votre produit bio aura plus de polyphénol, tout simplement parce que le végétal, le plant, aura dû se défendre contre des agressions climatiques. Ça peut être la sécheresse, ça va être des insectes, quel que soit le type de stress, on parle de stress biotique, finalement, il aura renforcé ses défenses en notamment produisant ces polyphénols qui lui permettent de se défendre contre des insectes notamment. Et donc, ça peut être délétère à l'échelle d'un insecte, à l'échelle de l'organisme humain. En fait, c'est un mini-stress qui crée une adaptation et qui développe nos capacités justement de défense antioxydante. Donc, là aussi, la qualité, l'origine de l'alimentation est très importante au niveau de l'écologie, mais aussi si on parle de nos adaptations. Il y a aussi des notions qui sont beaucoup évoquées sur les effets justement potentiellement délétères des supplémentations, donc des compléments alimentaires en récupération, donc les antioxydants, où finalement on a eu beaucoup de données de littérature qui ont mis en évidence que si vous apportiez trop d'antioxydants, pas quand vous mangez trop de pommes ou trop de tomates ou trop d'aliments, hein, bien évidemment, mais quand vous le concentriez dans des compléments alimentaires qui sont parfois des doses pharmacologiques, hein, plus que nutritionnelles, et ben effectivement, vous veniez empêcher cette adaptation parce qu'en fait, vous veniez, je simplifie quand je dis ça, mais éteindre le stress qui était consécutif
à l'effort que vous avez et qui était votre finalité. En fait, vous avez créé cet effort pour avoir cette adaptation qui se met en place. Donc, sur un certain nombre de critères, on a effectivement une absence d'adaptation. Par contre, sur la récupération en tant que telle, effectivement, c'est un élément qui apparaît positif. Donc, en fait, tout dépend de l'angle de notre analyse. C'est-à-dire, si on est sur l'angle de la performance, eh ben, effectivement, on va altérer notre capacité, on va ne pas bénéficier plutôt de notre capacité d'adaptation. Sur l'angle de la récupération physiologique, ça sera plutôt quelque chose de positif. C'est un peu comme le fait de dire, je mange des glucides ou pas après mon effort. Si je veux le mettre en stress, eh ben, je ne le mangerai pas. Si je veux bien récupérer, je vais en consommer. Tout dépend en fait de votre objectif à ce niveau-là. Et bon, après, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps avance et ce n'est pas le but, mais qu'on parle d'entraînement, encore une fois, ou de facteurs périphériques à l'entraînement et dont la nutrition, c'est de savoir quantifier le stress cellulaire pour faire en sorte qu'il soit positif, quitte à amener des athlètes à très haut niveau sur des championnats du monde, des Jeux olympiques, etc., où on sait que plus on va aller vers du haut niveau, plus la frontière entre l'adaptation et la désadaptation va être ténue. Et bien évidemment, la récupération fait partie intégrante de la planification, mais encore une fois, votre alimentation, votre sommeil, votre charge en polluants, en xénobiotiques, etc. Et l'objectif est d'être bien sûr dans un schéma vertueux vert et non pas dans une désadaptation progressive qui peut amener jusqu'à un état de surentraînement. On parle aussi d'overreaching en anglais. On est dans cet état désadaptatif chronique qui va être le préalable finalement à un état de surentraînement. Et on voit que ce principe d'homéostasie et d'hormèse, il fonctionne partout, et notamment au niveau immunitaire. On voit que la sédentarité vient altérer notre capacité de réponse immunitaire. On l'a vu avec Covid, etc. Et on a des données de littérature qui montrent que justement, on a besoin de bouger pour renforcer notre immunité, pas au sens d'avoir une meilleure immunité, simplement la faire fonctionner de manière physiologique. Et c'est pas la même chose. On cherche juste à avoir quelque chose entre guillemets de normal, et on cherche pas à avoir plus. Et déjà là, pour arriver à la normalité, biologique, il y a déjà beaucoup d'efforts à faire. Par contre, si vous faites des efforts de longue durée, du marathon, un ultra, etc., on sait qu'on augmente le risque infectieux post-effort dans les jours qui suivent. Ça, c'est lié à une production de certaines cytokines qui sont pro-inflammatoires, notamment ce qu'on appelle l'IL-6. En fait, il y a eu une quantification de stress qui a été trop importante, qui fait que on va déséquilibrer la balance immunitaire. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que, sauf si vous avez des questions à la fin, bien sûr, mais et notamment au niveau viral, on sait qu'on augmente le risque infectieux. Donc, on voit que le même stimulus, l'activité physique, peut avoir un effet bénéfique ou un effet délétère en fonction de la charge et du contexte. Et le risque étant que vous ayez peut-être la meilleure planification d'entraînement, la meilleure programmation possible, mais vous considérez pas ces autres facteurs périphériques. D'ailleurs, ça me fait bizarre de parler de la nutrition comme un facteur périphérique, parce que moi, je le vois plutôt comme un élément central, bien entendu, mais voilà, si on parle là d'entraînement en tant que tel. Et le risque étant de vous mettre dans ce qu'on appelle un état d'inflammation de bas grade. Donc, c'est une inflammation qui est pernicieuse, qui est latente et qui va demander qu'à se surexprimer à un moment donné parce que on va rajouter la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est là où l'alimentation, notamment, joue un rôle important. Ça, je vais passer cette diapositive, mais c'était juste de voir que tout est relatif quand on parle de désadaptation. Au niveau du surentraînement chez l'athlète, on parle aussi depuis peu de temps récemment de syndrome de déconditionnement paradoxal, parce qu'effectivement, on voit que des athlètes qui sont dits surentraînés, forcément, ont une altération de leur capacité, et notamment au niveau de ces fameuses mitochondries dont j'ai parlé tout à l'heure, mais dans des états qui pourraient être considérés, entre guillemets, comme normal pour des personnes sédentaires ou non sportives. D'où cette notion de déconditionnement paradoxal, parce que finalement, il reste quand même très relatif. Au final, je dirais l'individu a quand même gardé certaines capacités liées à sa pratique sportive. Donc, quand on parle de provocation par rapport au phénomène de mode, là, on est dans la colonne ici de gauche avec l'approche énergétique, c'est-à-dire comment on gère notre glycogène, comment on s'hydrate à l'effort, comment on se nourrit à l'effort, comment on récupère bien. Et c'est, encore une fois, une bonne chose. Il ne s'agit pas du tout de la minimiser, mais elle n'est pas suffisante pour autant. Et là où on a vraiment à gagner en matière
j'ai envie de dire, de mode de vie, au-delà de l'alimentation, c'est de savoir profiter de cette approche hormétique, c'est-à-dire qu'elle nous soit bénéfique, qu'elle nous fasse pas tomber dans la désadaptation. Et donc là, ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'état mitochondrial, on va s'intéresser à la régulation du stress oxydatif, à la composition et encore une fois, peut-être à la dysbiose, c'est-à-dire au déséquilibre du microbiote intestinal, à notre régulation immunitaire, à notre sensibilité à l'insuline, parce que c'est très bien de parler de pâtes, de riz, de pommes de terre. La vraie question, c'est comment l'organisme réagit en termes de sécrétion d'insuline face au type de glucides que vous consommez. Quelle est votre charge en xénobiotiques, donc en polluants, en pesticides, en médicaments pour certains, en contraceptifs pour d'autres, en tabac, pour ceux, bon, les fumeurs, on va considérer que les sportifs ne sont pas vraiment des fumeurs, mais si on sort du cadre sportif, en café, donc avec la caféine, en alcool, etc. Donc tout ça, c'est des molécules qui doivent être simplement métabolisées par le foie et qui sont à considérer aussi pour la réponse hormétique. Et puis, de rester dans une inflammation qui est positive, pour éviter de tomber dans une inflammation de bas grade qui fait que c'est là où on va voir apparaître des troubles fonctionnels, des altérations de la qualité de vie, des tendinopathies, des troubles digestifs, des troubles de l'humeur, des difficultés de récupération, des pathologies même qui peuvent à un moment donné se mettre en place. Mais la pathologie, on parle des formes chroniques, on ne parle pas d'une pathologie aiguë, est déjà en fait un stade avancé. C'est-à-dire que des voyants rouges qui nous montrent qu'à un moment donné, on place le curseur de la sollicitation, donc de l'hormèse, trop loin par rapport à notre capacité d'adaptation, en fait, on n'a pas envie de les voir, ou en fait, on se dit que ça va passer facilement, etc. Ça peut être le cas comme pas. Donc, tout l'intérêt d'un professionnel à ce niveau-là, c'est de savoir justement corréler, analyser ces données, pour voir quelles priorités donner et dans une approche la plus holistique possible, c'est-à-dire effectivement de croiser les données de l'entraîneur avec celles du nutritionniste, celles du kiné, celles du médecin, celles du préparateur mental, etc., préparateur physique, pour faire en sorte qu'on regarde l'individu dans sa globalité et on ne regarde pas notre spécialité parce que c'est ce qu'on connaît le mieux et ça se comprend. Voilà, je vais en terminer là. Simplement pour ce qui est du quotidien, et puis William va vous expliquer aussi là-dessus. La suite, c'est bien sûr de veiller à la qualité de notre sphère intestinale qui est assez malmenée par l'effort de longue durée, notamment la course à pied, notre balance immunitaire, la gestion de la glycémie, la qualité des graisses est aussi un élément qui est très important. On parle beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6, la gestion du poids, bien évidemment, les modes de cuisson, ça on en parle beaucoup moins, mais c'est un critère qui est important puisque quand vous faites une crème brûlée, ce que vous aimez, c'est entre guillemets le caramel et la partie un petit peu grillée, pour pas dire brûlée, sauf que ça, ce sont des composés qui sont ce qu'on appelle les corps de Maillard, qui sont aussi des composés pro-oxydatifs. Donc, si vous mangez votre crème brûlée de temps en temps, c'est OK. Maintenant, si vous mangez des frites bien cuites le midi avec un steak bien cuit également, une crème brûlée en dessert, si vous prenez un poisson frit le soir, si vous prenez un croissant le matin, etc., ou de la croûte de pain parce que vous aimez ça, tout ça, ce sont des composés qui nous apportent justement ces corps de Maillard et qui sont très bons au goût, mais qui finalement dénaturent un petit peu nos aliments et puis peuvent potentiellement générer des effets délétères. Il y a une vraie question autour du fer chez le sportif, parce qu'on sait que donc la pratique sportive intensive va augmenter le risque d'anémie fériprive, notamment chez les femmes non ménopausées. On parle aussi du Rett syndrome, mais qui est lié à d'autres facteurs que simplement le côté du fer. Donc ça, c'est pourquoi en fait, parce que je vois le temps qui avance, donc je ne vais pas retarder, mais pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de sportifs vont se mettre souvent à prendre du fer en complément alimentaire simplement par prévention. Et autant, si vous êtes dans une anémie, c'est bien évidemment important d'y pallier et donc d'avoir, si besoin, recours à une supplémentation. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, le fer à l'état libre est extrêmement pro-oxydatif et donc est à éviter. Donc c'est là où objectiver en fait votre statut par une prise de sang sera très important. Et c'est pas parce que vous êtes sportif qu'il faut vous supplémenter de manière aveugle, on va dire, simplement sur le
principe que vous faites plus d'efforts musculaires ou autre. Pourquoi pas intégrer effectivement ces périodes de jeûne ou de jeûne intermittent, de veiller au niveau de contamination en xénobiotique et puis on va sur d'autres approches que l'entraînement ou que la nutrition. On parlait d'hypoxie par le froid ou autre. La gestion du sommeil, des émotions sont des éléments qui sont importants. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps a quand même bien avancé. Super. Merci beaucoup, Anthony, du coup, pour toutes ces explications extrêmement précises. Et puis, merci d'avoir mis, du coup, en lumière cette approche hormétique qu'on connaît peut-être moins, contrairement à l'approche énergétique. Et du coup, je trouve que ça rejoint bien un petit peu le thème de ce webinaire où on a tendance à se concentrer sur cette approche énergétique qui est très connue, du coup, en périphérie de l'épreuve sportive, quand au final, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus holistique, de beaucoup plus complet, qui engendre beaucoup plus les actions du quotidien qui vont permettre aux sportifs de bien s'adapter et du coup de performer en compétition. On voit aussi par rapport à ta présentation que c'est quelque chose d'à la fois simple et très complexe quand on voit au niveau moléculaire toute la complexité que ça peut avoir, et puis simple dans le sens où il faut aussi se questionner soi-même, essayer d'avoir un petit peu d'introspection, regarder ce qui se passe dans nos vies à chaque instant et de prendre en compte tous les paramètres et non pas uniquement ce qu'on met dans notre assiette ou ce qu'on a sur notre calendrier d'entraînement pour qu'on arrive à maintenir cet état d'équilibre. Alors, juste petite parenthèse à ce niveau-là, effectivement, ça peut paraître complexe parce qu'on aborde certaines notions, mais de manière très simple. Si vous prenez des aliments qui sont bruts, c'est-à-dire non transformés, des produits de saison, sur des circuits courts, on n'a pas parlé de l'écologie, mais c'est un point qui est bien évidemment important, avec le moins de contaminants possible. Déjà, en matière d'alimentation, vous résolvez énormément de choses. Et c'est un peu comme le monde de la nutrition du sportif versus le quotidien. On s'est beaucoup focalisé, sur la composition en macronutriments ou en micronutriments. Et effectivement, là aussi, c'est un point qui est important, mais on se rend compte aujourd'hui que ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire l'organisation structurelle des aliments, joue un rôle au moins aussi important que le nutriment lui-même. Il y a une étude qui est sortie dans Nature Food il y a 2 ans à peu près, qui montrait que on a su quantifier à peu près 150 principes actifs nutritionnels et les associer à des mécanismes physiologiques, voire à des pathologies, sur plus de 49 000 métabolites qui peuvent exister justement dans les végétaux. Donc, s'il y a un point qui est vraiment important, c'est l'humilité en matière de nutrition, parce que on a identifié des composants, c'est très bien. Maintenant, leur interaction, positive ou négative, leur interaction aussi avec notre propre génétique, donc le polymorphisme génétique, et l'organisation spatiale en fait de la pomme que vous croquez joue un rôle important, et souvent les arbres à cornflakes ou les arbres à Coco Pops, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où on consomme des aliments qui sont complètement transformés, où vous allez lire sur l'étiquette de votre produit que c'est équilibré, vous avez des glucides, des lipides, des protéines, sauf que en fait, ces aliments-là n'existent pas, et on a une déstructuration totale de cette matrice qui est importante et qui est pas du tout considérée. Donc c'est pour ça que revenir à un principe de bon sens, qui est simplement de consommer des produits bruts, déjà, aussi simpliste que ça puisse paraître, c'est une clé majeure en matière d'alimentation. Complètement. Je pense que du coup, tu fais une belle introduction à ce que William va nous présenter, puisqu'il va revenir un petit peu sur les piliers de l'alimentation au quotidien, avant d'aborder un petit peu justement les stratégies un petit peu plus proches de l'effort. Donc, William, si tu veux enchaîner. Ça marche. Du coup, je vais partager mon écran. Ouais, attends, moi je coupe le mien. C'est bon ou pas du coup? Non, il est encore partagé. Oui, j'ai juste fait en pause, pardon. Voilà, ça y est. Normalement, vous voyez mon écran là. Ouais. Hop. Donc du coup, l'objectif de cette partie, ça va être de voir finalement en quoi les besoins du sportif vont être différents de celui d'une personne lambda, parce que comme le disait Anthony tout à l'heure, finalement,
le sportif n'existe pas. On est tous des individus qui avons un besoin de rester en bonne santé avant tout et avec un stress supplémentaire qui est l'activité physique. Et finalement, l'idée, c'est de se demander à quel moment on devient un sportif, à quel moment on a besoin d'avoir une alimentation qui devienne particulière. Et au final, comme le rappelait Anthony avec le fait que finalement, des fois, les solutions sont plutôt simples, ou déjà, si on a une alimentation qui est brute, on a déjà résolu une bonne partie du problème. On a souvent tendance à dire que c'est important de garder les choses simples. Et finalement, on va se rendre compte avec la mise en lumière de ces 7 piliers nutritionnels que les solutions sont souvent très simples finalement pour avoir une alimentation qui soit de qualité au quotidien. En rappelant que pour le sportif, finalement, l'objectif de ça, c'est à la fois de ne pas se désadapter, donc de rester en bonne santé, de tirer profit de son entraînement, parce que si on s'entraîne mais que finalement on n'en tire pas profit, on perd du temps, on perd de l'énergie et finalement on gagne en frustration, mais aussi de pouvoir performer le jour J. Pour rappel, du coup, les 7 piliers que Anthony a finalement décrits, là juste avant, pour les résumer, donc on a avant tout le stress oxydatif, c'est un des stress, un des piliers les plus importants à comprendre lorsqu'on a une activité physique, puisque justement l'activité physique, il faut savoir que ces sept piliers vont devoir être optimisés pour une personne qui n'a pas d'activité physique, mais il faut savoir que pour le sportif, il va falloir avoir une vigilance encore plus importante parce qu'il y a ce stress supplémentaire et que notamment sur le pilier du stress oxydatif, l'activité physique représente un stress supplémentaire qui va notamment de par l'effort physique, de par le fait d'augmenter son rythme respiratoire, le fait de produire finalement plus de radicaux libres, va augmenter ce stress oxydatif. Et pour ça, les simples choses qu'on peut recommander, c'est de veiller à avoir au quotidien un apport satisfaisant en éléments qui soient antioxydants, avec l'apport d'épices, l'apport d'aromates, le fait de consommer beaucoup de fruits, beaucoup d'aliments qui vont contenir des vitamines, qui vont permettre justement de pouvoir soutenir les défenses antioxydantes de l'organisme, mais aussi d'apporter ces éléments antioxydants pour exogènes pour pouvoir soutenir ce pilier-là. On a ensuite le pilier intestinal, avec notamment le microbiote intestinal. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que ça grésille dans mon oreille. Si. Personnellement, j'entends bien. Oui, moi aussi. Ouais. Et donc, on va avoir le microbiote intestinal qui est finalement un écosystème entier qu'on a à l'intérieur de l'intestin et qu'on va pouvoir soutenir parce que ce microbiote, il va avoir à la fois un rôle de barrière, il va avoir un rôle de maturation au niveau du système nerveux, il va avoir aussi un rôle dans la synthèse de nombreuses vitamines qui vont être importantes pour le sportif. Et pour pouvoir soutenir ce pilier-là, ça va être important d'avoir une alimentation qui soit brute, qui soit riche en végétaux, qui soit riche en fibres, pour pouvoir justement nourrir ce microbiote et puis favoriser une bonne diversité au niveau de ce microbiote. On va ensuite avoir le pilier hépatique. Le pilier hépatique, c'est un pilier qui va être majeur puisqu'il va avoir à la fois un rôle de stockage, un rôle dans le métabolisme des graisses, dont on a parlé tout à l'heure, qui va être notamment important pour le sportif pour pouvoir justement avoir un métabolisme énergétique et une optimisation de la filière des lipides qui soit intéressante, mais aussi pour la gestion de ce stress oxydatif, parce que chacun de ces piliers-là, finalement, là, je les reprends individuellement, mais chaque pilier interagit l'un avec l'autre, et le fait d'avoir un déséquilibre au niveau d'un de ces piliers va avoir un impact direct sur la régulation des autres. Et pour pouvoir soutenir ce stress, ce pilier hépatique, ça va être important à la fois de diminuer au maximum tous ces xénobiotiques, tous les éléments qui vont augmenter ce stress pour le foie et augmenter le travail du foie. Donc, ça va être de limiter au maximum l'alcool, le tabac dont parlait Anthony tout à l'heure, même si on considère souvent que, comme tu disais, le sportif n'est pas fumeur, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Mais au-delà de ça, on va avoir aussi l'exposition aux polluants. Si on reste sur la sphère nutritionnelle, le meilleur conseil qu'on puisse donner, ce serait, en plus d'avoir une alimentation brute, ce serait d'avoir une alimentation locale, de saison, et au maximum bio, pour justement diminuer aussi le risque de contamination par des intrants, par les pesticides, etc., pour pouvoir éviter d'avoir une surcharge au niveau
du travail hépatique. On va ensuite avoir dans les différents piliers, on va avoir le pilier inflammatoire dont tu as parlé Anthony tout à l'heure. L'activité physique va générer une inflammation, va générer un stress inflammatoire, mais qui va être positif pour pouvoir générer de l'adaptation. Mais ce stress, il va être positif à partir du moment où ça va pouvoir être contrôlé, géré dans le temps et dans l'espace. Et au niveau nutritionnel, ce qui va notamment permettre de pouvoir gérer cette inflammation, ça va être notamment l'apport en oméga 3. Un conseil simple qu'on peut donner, c'est de veiller à avoir au quotidien un apport en oméga 3 qui soit satisfaisant, donc notamment par le fait de consommer des huiles qui vont être riches en oméga 3, ça va être les huiles de noix, les huiles de lin, les huiles de cameline, tout ce qui va être aussi petits poissons gras qui vont pouvoir amener des oméga 3, les oléagineux qui vont être aussi très riches en oméga 3. Donc, il faut savoir que les oméga 3 vont être les précurseurs de la synthèse justement de messagers anti-inflammatoires qui vont permettre de contrôler cette inflammation et de faire en sorte que justement on ne dépasse pas les capacités de l'organisme à faire face au stress, mais au contraire de pouvoir en tirer profit pour pouvoir générer de l'adaptation. On va ensuite avoir le stress, le pilier immunitaire. Le pilier immunitaire, il va être important à considérer chez le sportif puisque, comme l'expliquait Anthony tout à l'heure, on va avoir à la suite d'un effort physique soutenu, on va avoir une vulnérabilité immunitaire qui va être accentuée. Par contre, on sait que sur la pratique à long terme d'une activité physique, on va avoir au contraire des défenses immunitaires qui vont être meilleures, mais à condition là aussi qu'on amène à l'organisme de quoi pouvoir se défendre et de quoi pouvoir s'adapter. Il faut savoir qu'on en va en reparler très rapidement tout à l'heure, mais de par l'activité physique, on a notamment un syndrome d'ischémie-reperfusion qui crée une vulnérabilité au niveau du pilier intestinal et que cette vulnérabilité-là, cette perméabilité intestinale peut être aussi la porte d'entrée de pathogènes et d'éléments qui vont mobiliser les défenses immunitaires de l'organisme et que justement, de par cette vulnérabilité autour de l'effort, du fait du contexte de l'effort, ça va être particulièrement important pour le sportif d'être vigilant autour d'un effort soutenu ou autour d'une compétition, de ne pas se surexposer à d'autres stresseurs, si je peux dire, que ce soit des stresseurs qui vont un stress physique, un stress psychologique, mais aussi le fait de s'exposer à des pathogènes en étant en contact avec des personnes qui vont être malades ou ce genre de choses, puisqu'on a justement ce qu'on appelle souvent l'open window phenomenon, une vulnérabilité immunitaire qui fait qu'on est un peu plus susceptible de pouvoir de développer nous-mêmes ce pathogène. On a ensuite le pilier insulinique. Le pilier insulinique, il est important puisque finalement, c'est lui qui va à la fois conditionner notre état de vigilance tout au long de la journée, mais qui va aussi conditionner justement notre capacité à pouvoir stocker ou pouvoir utiliser l'énergie qu'on va consommer. Sur ce pilier-là, le conseil simple qu'on pourrait donner, ce serait de veiller à avoir une sécrétion d'insuline au cours de la journée qui soit la plus constante possible et qui soit avec le moins de variations possible. Pour rappel, l'insuline, c'est l'hormone qui va permettre de faire rentrer les glucides dans les cellules. Et en fait, lorsque vous allez consommer des glucides à index glycémique élevé, vous allez avoir, suite à ça, donc un pic d'insuline, une production, une sécrétion d'insuline qui va être accrue et qui va générer en retour une rentrée de ce sucre-là dans la cellule. Et finalement, cette rentrée majeure de sucre dans la cellule va générer ensuite une hypoglycémie qui va finalement vous amener à consommer à nouveau des glucides et qui, au cours de la journée, va faire que vous allez avoir une glycémie qui va faire le yo-yo et donc des variations d'insuline qui vont être importantes. Et on sait que ça, à la fois pour l'état de vigilance, la capacité à pouvoir réaliser un effort pour le sportif, ça va avoir un impact. Mais si je peux me permettre, ça va être un impact qui va être minime par rapport aux effets que ça peut avoir à long terme, notamment sur l'insulinorésistance, le risque de développer des maladies métaboliques, etc. Donc là, c'est un pilier qui résume bien encore le fait que
ça va être important à la fois pour préserver un état de santé qui soit satisfaisant et que finalement, il va simplement falloir avoir une vigilance particulière pour le sportif, en plus d'une personne lambda, surtout autour de la pratique de l'activité physique pour pouvoir ne pas se retrouver en pleine hypoglycémie, par exemple, au moment de faire une séance d'entraînement ou une compétition. Donc, les choses simples qu'on peut conseiller à ce niveau-là, ça va être de consommer au maximum des aliments avec un index glycémique bas. Donc, ça va être des aliments qui vont être plutôt, qui vont pas être des aliments raffinés, donc des farines blanches, des farines raffinées, mais plutôt des aliments et des glucides qui vont être plutôt des céréales complètes, par exemple, ou alors des glucides qui vont être associés à la consommation de fibres pour justement ralentir cette absorption de glucides et éviter ces grosses variations de la glycémie et donc de la sécrétion d'insuline. Le dernier pilier, c'est le pilier mitochondrial, dont tu as beaucoup parlé, Anthony, tout à l'heure, mais qui finalement, je l'aborde en dernier, puisque à la fois parce qu'on l'a beaucoup abordé, mais aussi parce que finalement, c'est un pilier qui découle là encore de tous les autres. Finalement, ce qu'on peut conseiller aux sportifs qui cherchent à justement développer ses capacités aérobie, ses capacités d'endurance, ce serait à la fois d'optimiser les autres piliers, mais si on voulait avoir une action spécifique justement sur cette capacité à notamment pouvoir tenir un effort dans le temps, pouvoir avoir une capacité de lipolyse qui soit plus importante, etc., pour pouvoir davantage utiliser les graisses, la meilleure chose qu'on pourrait conseiller, ce serait d'introduire dans l'entraînement un stress mitochondrial supplémentaire, notamment par la périodisation glucidique dont a parlé Anthony tout à l'heure. Donc, finalement, ces 7 piliers nutritionnels-là, ils sont essentiels, mais si on devait résumer et garder les choses les plus simples possibles, si on a déjà une alimentation qui est brute, une alimentation qui est locale, une alimentation qui est de saison, une alimentation qui contient beaucoup de végétaux et une alimentation qui a un index glycémique qui respecte ce pilier insulinique, et finalement, on a déjà toutes les bases pour pouvoir avoir une alimentation saine, une alimentation de santé, et donc une alimentation qui va permettre l'adaptation. Donc, l'idée, ça va être maintenant de savoir, finalement, à partir du moment où on a cette alimentation au quotidien qui est optimisée, et finalement, qu'est-ce qui va différer pour un sportif autour d'une épreuve sportive par rapport à par rapport au contexte du quotidien. L'idée, ça va être de se dire que lorsque vous allez pratiquer un effort physique, vous allez avoir une redistribution de la vascularisation sanguine qui va être en défaveur du système digestif, puisque le sang et l'énergie doivent être mises plutôt vers le muscle, vers ce qui va réaliser l'effort physique et non sur le système digestif. Vous allez avoir aussi la contrainte mécanique lorsqu'on parle de course à pied qui va faire que vous allez aussi avoir un stress supplémentaire sur la sphère digestive et malgré tout, vous allez avoir un besoin énergétique qui va être augmenté parce que vous allez devoir apporter à votre organisme l'énergie nécessaire pour pouvoir réaliser l'effort en question. Les enjeux de l'alimentation et autour d'une épreuve sportive, ça va être surtout d'optimiser le confort digestif. Pourquoi ? Parce que ces 3 points qui sont abordés juste au-dessus vont générer ce qu'on appelle un syndrome d'ischémie-reperfusion et vont générer finalement une moindre absorption au niveau digestif et finalement un stress très important qui va faire que vous allez avoir des besoins augmentés, mais une capacité à pouvoir apporter des éléments au système digestif qui vont être diminués dans ce contexte-là. Donc, l'objectif numéro 1, ça va être de favoriser le confort digestif pour que finalement votre alimentation autour de l'épreuve ne soit pas ce qui va faire que vous allez apporter un stress supplémentaire à cette sphère digestive et faire que finalement vous n'allez pas pouvoir performer parce que tout simplement vous allez avoir un trouble digestif d'effort, quelque chose qui va vous faire arrêter votre effort parce que vous allez avoir des diarrhées en course ou des choses comme ça. Donc, la priorité numéro 1, ça va être d'optimiser le confort digestif. Et ça, notamment, ça va être par un régime, ce qu'on va appeler un régime d'épargne digestive. Donc, ça veut dire un régime qui va finalement contenir très peu de graisse cuite, qui va contenir très peu de fibres dures, donc
peu de légumes verts de type concombre, haricots, de légumineuses qui vont augmenter le temps de digestion et le travail qui va être réalisé par toute cette sphère digestive. Et favoriser au maximum des aliments qui vont être digérés facilement, qui vont générer un temps de transit qui va être raccourci, de sorte à ce que on n'ait pas ces troubles digestifs qui viennent perturber votre effort. Le deuxième objectif, ça va être de permettre un apport énergétique qui soit suffisant pour réaliser votre effort, mais qui va être adapté par rapport à ce contexte particulier. Et c'est en ça que finalement, si il y a des stratégies qui sont mises en place à l'entraînement, notamment pour développer les filières lipidiques, notamment pour entraîner le système digestif aussi à consommer des aliments au cours de l'effort, également pour finalement à entraîner votre système digestif et vous entraîner à consommer des glucides au cours de l'effort, et bien finalement, vous allez pouvoir avoir cet apport qui va être un apport au cours de l'effort, qui va être un apport d'appoint, si je peux dire, qui va juste permettre de ralentir la déplétion des stocks glycogéniques, de faire en sorte de pouvoir prolonger votre effort, mais tout en conservant ce confort-là. Et c'est là où finalement, les stratégies qui vont être mises en place aussi la semaine pré-compétitive, notamment avec la recharge glucidique, qu'on abordera si vous avez des questions spécifiques à ce sujet-là, notamment à travers la recharge glucidique, tout ce qui va être mis en place en amont va avoir pour but et pour finalité de diminuer vos besoins le jour de l'épreuve pour justement éviter d'avoir un stress supplémentaire à apporter à ce niveau-là. Donc, une question qu'on nous pose souvent, finalement, ça va être de savoir s'il faut manger des pâtes la veille d'une course. Est-ce que finalement, c'est vraiment indispensable de manger des pâtes et de consommer des glucides en grande quantité la veille d'une épreuve pour justement réaliser l'effort du lendemain? Et bien finalement, la question qu'il faut avant tout se poser, c'est est-ce que le fait de consommer ces pâtes la veille de la course, ça va respecter les différents piliers qu'on a évoqués précédemment? Est-ce que ça va les respecter le pilier insulinique, le stress oxydatif, l'inflammation? Est-ce que ça va respecter aussi le confort digestif qui va être nécessaire, dont on a parlé tout à l'heure, qui va être nécessaire à optimiser parce qu'on sait que le système digestif va être mis à rude épreuve au cours de l'effort? Et est-ce que finalement, c'est vraiment indispensable du point de vue de vos besoins énergétiques au moment de cette consommation de pâtes? Finalement, si on prend par exemple la pasta partie classique, on sait que c'est finalement des pâtes, donc des aliments à index glycémique élevé, qui vont être souvent du coup, lorsqu'on consomme des pâtes, c'est des aliments qui vont contenir du gluten, donc qui peuvent générer, on l'abordera si vous avez des questions spécifiques, mais qui peut générer une réponse inflammatoire un peu plus importante et une réponse immunitaire un peu plus importante. Ça va être des plats en sauce, donc des graisses cuites. Ça va être des plats qui vont être industriels la plupart du temps parce qu'ils sont faits en grande quantité pour une grande masse de personnes et qui du coup ne vont pas forcément respecter cette alimentation brute locale de saison qu'on recommande le reste du temps et qui vont souvent aussi s'apparenter à une alimentation transformée, voire ultra transformée. Donc finalement, si on reprend les choses simplement en se demandant est-ce qu'on a besoin de manger des pâtes? Non, parce que ces enjeux, on peut y répondre différemment. Et finalement, suivant le contexte dans lequel vous allez consommer, suivant si ça va être proposé par une organisation externe, si ce n'est pas vous qui les avez préparés, etc., finalement, on ne favorise pas le confort digestif qui est nécessaire à la réalisation de votre épreuve. Donc, finalement, la question initiale, c'était de se demander si la nutrition sportive, c'était un phénomène de mode. On pourrait se poser la question de savoir si la finalité de l'alimentation du sportif régulier, c'était pas justement avant tout de s'affranchir du besoin de réfléchir à une nutrition sportive, notamment en mettant en place des stratégies de périodisation nutritionnelle, en ayant une alimentation qui va être optimale tout au quotidien et qui va faire que finalement, parce que vous allez préparer vous-même vos aliments, vous allez cuisiner, vous allez respecter aussi la saisonnalité, etc. Vous allez apporter à votre organisme des aliments dont il va avoir besoin en fonction des saisons aussi. Et là, on peut se dire que la nature est bien faite et que finalement, l'alimentation du sportif
Et les spécificités de l'alimentation du sportif pourraient se résumer à, à s'adapter au contexte d'une compétition. Ça va être aussi de mettre en place des stratégies de périodisation pour pouvoir développer des adaptations particulières. Mais sinon, ça va être d'avoir un bon équilibre au quotidien pour justement permettre cette adaptation et éviter cette désadaptation. Et finalement, si on devait résumer la chose, c'est peut-être pas forcément plus compliqué que ça, la nutrition sportive. C'est peut-être pas forcément, ça diffère peut-être pas forcément d'une alimentation d'une personne lambda, hormis ces 3 points, qui est le contexte de la compétition, le développement d'adaptations spécifiques, notamment lipolyse, etc. Et puis le fait de permettre cette adaptation qu'on va rechercher à travers l'entraînement. Ok, merci William pour ta présentation et puis pour toutes ces notions abordées. Et puis ça rejoint encore ce qu'on a déjà dit en début de webinaire, qu'en fait, notre nutrition sportive, c'est notre nutrition de tous les jours. En fait, c'est là qu'on va développer nos adaptations, c'est là qu'on va entraîner notre corps à les développer et c'est ça qui va nous permettre d'être prêt le jour J. Et c'est vrai que ça permet aussi, ce que tu viens d'aborder, de casser certains mythes autour de la nutrition, notamment autour de l'effort, avec, tu as parlé de la fameuse pasta party. Et puis, ça sensibilise, je trouve, un petit peu tout le monde à cette question de timing où on a tendance à garder un petit peu les yeux rivés, fixés sur notre objectif, sur notre épreuve sportive et ne pas regarder peut-être tout ce qui se passe dans le quotidien alors que tout se passe là en fait en amont pour être fin prêt le jour J. Anthony, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces quelques mots, une remarque avant qu'on passe à peut-être des questions? Non, sinon je vais prendre la parole pendant 1 heure. Donc, non, William a très bien résumé les choses, donc parfait de mon côté. Super. Dans ce cas-là, je vais prendre le temps de revenir un petit peu sur des questions qui ont été posées. Je vais les prendre plutôt dans l'ordre. Donc, les premières questions vont s'adresser à toi, Anthony. Je prends la question de Eric. Bonsoir. Est-ce qu'une déplétion permanente ou quasi permanente en glucides est préjudiciable pour l'organisme si on tolère bien cette situation? Autrement dit, risque-t-on des carences graves à ne pas manger de glucides? Alors, déjà, on a répondu à une partie tout à l'heure au sens où on sait qu'il y a des adaptabilités qui sont variables en fonction des individus. Mais au-delà de ça, c'est pas tant le problème de la déplétion en glucides et en glycogène. D'ailleurs, les gens qui font un régime cétogène, y compris des sportifs, n'ont pas de déplétion en glycogène. On considère qu'il y a à peu près 50% de la valeur basale qui reste. Donc ça, c'est un point aussi qui est important pour les gens qui s'intéressent beaucoup au cétogène parce qu'on a l'impression qu'on part sans glycogène. Comme je disais tout à l'heure, on va plutôt avoir la capacité de s'affranchir d'avoir un stock de glycogène qui est plein et d'apporter des glucides à l'effort. Mais de manière résiduelle, il reste du glycogène. Par des mécanismes je ne vais pas développer si vous le souhaitez là-dessus. Donc, la question prioritaire quand on fait un cétogène, c'est est-ce que l'individu, et a fortiori l'athlète, si on parle du sportif, couvre suffisamment ses besoins caloriques. Et en fait, quand vous mettez à manger 80-85% de vos apports énergétiques sous forme de graisse, ça vous fait quand même une sacrée quantité de lipides dans votre assiette. Je ne parle pas du côté social, qui peut aussi être compliqué à mettre en place, mais si en plus vous rajoutez le fait que vous soyez sportif et que vous dépensez 500-600 calories par jour, voire davantage, c'est d'autant plus aussi à consommer sous forme de graisse. Et le temps de l'adaptation, on voit qu'en général, on va avoir très souvent une perte de poids chez les patients ou chez les sportifs de 2-4 kilos, voilà, le temps d'avoir un petit peu ces repères, mais elle doit rester temporaire, cette perte de poids. Ça doit se stabiliser à un moment donné, ou alors on est sur un autre modèle, qui est un modèle hypocalorique et du coup hyper lipidique, donc on est encore sur une autre problématique métabolique en tant que telle, mais si ce n'est pas l'objectif, c'est pour simplement stabiliser son poids pour des raisons après de performance ou de santé, ce poids, il doit absolument se stabiliser. Sinon, vous allez augmenter non seulement votre protéolyse, c'est-à-dire que vous allez, pour parler vulgairement, taper dans vos réserves protéiques,
Donc, ça veut dire qu'au niveau musculaire, bien sûr, vous allez vous affaiblir à ce niveau-là, vous allez augmenter le risque de blessure, surtout au niveau hormonal et au niveau immunitaire, vous allez vous affaiblir. On sait que ça perturbe le cycle du cortisol en particulier. Donc, ça va vous abaisser le métabolisme de base. Donc, ça va avoir des complications aussi sur le moyen et long terme. Donc, la priorité, c'est, j'insiste bien, avoir suffisamment de calories et donc une stabilité de poids, ou alors on est sur un modèle où on va enrichir les apports en protéines, on va changer en fait les répartitions énergétiques. Et donc là, non, en soi, il n'y a pas de risque de carence, contrairement à ce qu'on peut souvent évoquer. Mais après, il y a des adaptations à avoir, bien entendu, hein, sur certains détails, pareil, qu'on pourra développer si besoin, mais il n'y a pas de danger au sens glycogénique du terme. Et je répète, en fait, votre glycogène, il n'est pas déplété totalement. Il est à peu près de moitié par rapport à un modèle normoglucidique. Très bien. Il y a une autre question qui est aussi sur la diète cétogène. Donc, c'est une question d'Aurélien qui demande si... donc, il dit on sait que la diète cétogène nous prive diablement de fibres, de nutriments que nous ne consommons pas du tout assez et qui sont justement essentiels pour le microbiote. Donc, comment peut-on dire que la diète cétogène peut être adaptée? Alors, là, il y a plusieurs points. Déjà, en fibres, au contraire, l'alimentation cétogène, elle est riche en fibres, en fait. Elle va vous apporter des légumes en grande quantité. Encore une fois, c'est la part des lipides qui va fortement augmenter. On a aussi dans l'idée qu'il faut augmenter fortement les apports protéiques, ce qui n'est pas du tout le cas, sauf si justement vous êtes en perte de poids associée. C'est simplement que comme vous êtes un peu lassé de manger beaucoup de gras, vous cherchez des aliments alternatifs, vous manger du fromage, la charcuterie, des viandes, etc. Vous allez augmenter vos apports protéiques. Mais ça, c'est je ne vais pas dire une digression, mais c'est un effet indirect de vos choix alimentaires. Ce n'est pas une nécessité du tout du régime cétogène. Donc dans le régime cétogène, vous avez une part de légumes et de fibres qui est très importante. Sur la question du microbiote, ça c'est une bonne remarque aussi. On sait que de toute façon, tous les modèles extrêmes modulent la composition du microbiote. On a ce qu'on appelle des entérotypes, donc des grandes typologies de composition bactérienne en fonction, là aussi, des modèles alimentaires, des origines. Mais après, en fonction des individus, on va avoir des variations de population qui peuvent être importantes, mais qui sont très réactives à ce qu'on mange. En fonction de ce que vous avez mangé hier soir, vous avez eu un impact sur votre microbiote aujourd'hui. Après, il y a des effets moyen et long terme. Donc, qu'on soit sur un modèle riche en glucides, sur un modèle riche en lipides ou sur un modèle riche en protéines, de toute façon, on aura une altération, ce qu'on appelle l'alpha-diversité, c'est-à-dire la diversité des populations bactériennes. Il y a une publication qui montrait dans le cadre du régime cétogène qu'au bout de 6 mois, en fait, on avait une forme d'adaptation qui se mettait en place. Il y avait une altération et puis il y avait un retour un peu sur le modèle historique. Alors, j'utilise beaucoup de conditionnels parce que ça n'a pas été conforté par d'autres publications. Mais après, l'alimentation cétogène, on entend beaucoup de choses sur le sujet. Il faut avoir à l'esprit qu'en fait, on donne juste une grande ligne directrice qui est de dire à la personne manger beaucoup de graisse et manger très peu de glucides. Après, la façon dont on va construire la nature de ce modèle alimentaire, elle peut être faite de manière très variable. Et c'est le rôle d'un professionnel d'accompagner la personne à ce niveau-là. Et donc, vous avez des modèles cétogènes qui vont avoir certaines qualités de graisse par rapport à d'autres, par rapport à vos choix alimentaires. Vous avez des personnes qui mangent plus de protéines alors que ce n'est pas l'objectif. Des personnes qui vont être dans la monotonie alimentaire, y compris dans les légumes, etc., qui auront tout autant d'impact qu'en fait l'apport supplémentaire de graisse et la restriction du glucide. Donc, je vais faire une réponse à la normande. Ça dépend énormément du modèle qui est associé. Ce qui est certain, c'est qu'un modèle extrême, dans tous les cas, quelle que soit la nature du nutriment, altère l'alpha-diversité. Ça, c'est certain. Très bien. Je vais maintenant poser une question à William qui, je pense, va être relativement vite répondue. Il y a Matt qui demande « Bonsoir, faut-il faire du coup la part belle aux fruits et aux légumes ?» Point d'interrogation. Si la part belle, ça veut dire en consommer beaucoup. Oui. Consommer davantage, leur donner une place plus importante peut-être que ce qu'on a initialement notre éducation alimentaire, on va dire, de base. Ouais, c'est clair. Oui, la réponse est oui. Tu peux rappeler justement les bienfaits un petit peu de...
l'intérêt va être à la fois d'amener justement d'avoir justement cet apport en fibres, mais aussi d'apporter des éléments alcalinisants qui vont aussi permettre d'avoir un meilleur équilibre acido-basique. On n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie des piliers qui sont importants. Donc, de pouvoir tamponner aussi l'acidité qui va être amenée par d'autres aliments tels que les viandes, les céréales complètes, etc., les céréales raffinées, etc. Donc, les végétaux vont être importants pour ça, mais aussi pour l'apport en vitamines, l'apport en différents minéraux. Donc, oui, il y a énormément de raisons de consommer des végétaux et sous toutes leurs formes. Ça va être important de consommer à la fois des végétaux crus parce que ça va permettre justement d'avoir une moindre transformation, donc aussi quelque part quelque chose de plus brut et qui va préserver la qualité des vitamines, mais aussi d'apporter sous forme cuite pour pouvoir aussi, comment dire, ne pas trop agresser la sphère intestinale, mais aussi pour pouvoir en consommer davantage. Quelque chose qui est rarement su, c'est qu'il y a énormément de vitamines qui se trouvent dans les végétaux qui vont pouvoir être assimilées, si elles sont consommées avec des graisses. Il y a certaines vitamines qui sont dites liposolubles. Je prends l'exemple de la vitamine A, par exemple, qu'on va retrouver énormément dans les carottes, ce genre de choses. Ça va être important de les consommer aussi avec des graisses, avec de l'huile de colza, de l'huile d'olive, pour pouvoir justement mieux assimiler ces différentes vitamines. Donc là encore, l'idée, c'est de ne pas avoir une monodiète qui va être uniquement orientée vers les légumes et vers les fruits, mais là encore, d'avoir en tête, d'avoir conscience que c'est une partie du tableau, mais qu'il faut vraiment l'associer aux différentes sphères pour pouvoir quelque chose qui réponde aux besoins, à tous les besoins de l'organisme. Super. Merci beaucoup, William. On va terminer avec une dernière question qui est la question d'Alex. Donc, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous avez des ouvrages, des pense-bêtes, des applications à recommander pour les sportifs afin de suivre leur nutrition, d'ailleurs qu'elle soit sportive ou non donc voilà, est-ce que vous avez des recommandations? Qui commence? J'ai eu un pas un copilote, mais en tout cas, j'ai eu quelqu'un avec moi en même temps là. Donc j'ai ma fille qui est. Mais vas-y, je te laisse répondre si tu veux, William. La meilleure recommandation que je peux faire, moi, c'est de faire le cours 1.8 de la clinique du cours. Parce que il faut savoir qu'en plus, ce cours, il est ouvert aussi aux sportifs, aux athlètes. Et que du coup, un athlète, notamment le cours 1.8A, qui reprend justement toutes les stratégies à avoir autour d'une épreuve sportive, les stratégies à avoir au quotidien, etc., sont reprises dans le cours 1.8A et il peut être fait pour l'athlète qui veut optimiser son état de santé avant tout et donc ses performances. Je n'ai pas dit les performances en première parce que finalement l'état de santé est la condition. Mais après, en termes d'ouvrage, il y a le blog d'Anthony qui est très bien fait avec des articles qui sont vraiment hyper complets et finalement c'est pour moi une source qui est vraiment à la fois qui est sûre, qui est référencée, qui contient énormément de références bibliographiques. Et puis finalement il y a aussi toutes les revues et tous les articles qui peuvent sortir aussi assez régulièrement sur le domaine de la nutrition qui sont vraiment des sources intéressantes. Oui, alors, merci pour le blog. J'ai noté que tu as dit qu'il était pas mal. Hein. Mais non, plus sérieusement, alors pour le 1.8, effectivement, on a fait évoluer. Donc, on a le 1.8A et B. Donc, c'est ce que tu disais, William, là-dessus. On a aussi le 2.8, donc qui va plus loin, là, sur 2 fois 3 jours. Si vraiment vous êtes intéressé à ce niveau-là. Alors, attendez, je vais juste vous demander une pause. Attendez, quittez pas. Et donc, après, sur les ouvrages, effectivement, ça dépend plus de la spécificité. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de livre généraliste en fonction d'une thématique particulière. Et peut-être effectivement vous conseiller quelque chose, mais de manière universelle,
voilà, c'est vrai que j'aurais pas grand-chose à vous proposer moi, personnellement, quoi. Ok, très bien. Donc, si moi, je peux partager peut-être aussi mes sources. Donc, je rejoins William sur le blog d'Anthony. Moi, j'ai beaucoup appris aussi avec les petites formations d'e-learning que tu proposes et quelque chose de plus général. Donc, là, je ne garantis pas la validité scientifique. Le livre de Scott Jurek, Eat and Run, donc, qui est assez intéressant, qui permet à la fois d'avoir une romance et des réflexions sur la nutrition sportive. Donc, ça peut être très intéressant à lire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé lire ce bouquin. Je sais pas si vous l'avez lu. Tu l'as lu, oui? Ouais. Bah, j'ai lu Born to Run et après j'ai lu Eat and Run. Voilà. En Comme général, beaucoup, je pense. Comme beaucoup. comme beaucoup de monde. Très Mais bien. Bah, écoute, pour rejoindre Anthony, pardon, c'est vrai que c'est toujours dur de trouver des livres qui soient généralistes, mais en même temps, il faut toujours garder un esprit assez critique et surtout garder à la fois l'esprit ouvert, mais aussi un petit peu de recul, un petit peu de distance sur justement sur les livres qui vont traiter uniquement du régime cétogène ou uniquement du végétarisme, etc. Pour pouvoir justement garder un petit peu ce recul. Donc, c'est bien dans tous les cas de multiplier les sources pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. complètement d'accord. Après, si je fais une petite parenthèse, j'ai juste coécrit avec Pascal Balducci des petits livrets sur la partie entraînement et nutrition, donc c'est assez simple. Après, c'est spécifique, on va dire, pas forcément simple, mais plutôt effectivement ciblé. C'est des éléments que vous pouvez effectivement voir. Ben voilà, tu les as. Donc, effectivement, ouais, exactement, les séances, les bases, et puis notamment la préparation de course qui est proposée là-dessus. Donc, il y a ça qui existe aussi si besoin. Et puis, il y a d'autres choses qui se profilent. Donc, ça, je vous en parlerai dans quelques temps. Super, un peu de teasing. C'est ça, exactement. Bon, il me reste à vous remercier tous les deux. Merci pour la grande qualité de vos interventions. Je rappelle, parce que ça a été posé plusieurs fois dans les questions, que bah, évidemment ce webinaire est enregistré, qu'il va être proposé en replay. Donc pour toutes les personnes inscrites, elles vont le recevoir directement dans leur boîte mail. Donc ça va vous permettre de peut-être revenir sur certaines notions, de pouvoir réécouter plusieurs fois afin de bien assimiler. Puis ça va vous permettre aussi de de le partager éventuellement à vos amis, à toute votre communauté de coureurs pour en faire profiter tout le monde. Et puis, bah voilà, je vous remercie encore une fois tous les deux pour cette intervention ce soir. Et puis, j'espère à de prochaines rencontres. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. Excellente soirée tout le monde. À bientôt. Allez, à bientôt.